Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Dans cette mise au point qui portera le numéro 9 dans sa série, je voudrais revenir sur des commentaires que j'ai reçus pas plus tard qu'hier. J'avais en effet publié une brève consacrée à un article de presse qui se faisait l'écho des difficultés observées dans le cadre des concours de recrutement de l'éducation nationale en France. Et dans cette brève, je commentais le non-dit idéologique, les aspects mis en exergue, mais aussi les aspects occultés, donc de cette question de ce qu'il est convenu d'appeler la baisse du niveau, et donc ce qu'on observe en rapport avec le recrutement des enseignants en France euh, pour des dernières années. Dans ce contexte, l'aspect qui avait retenu mon attention à moi, c'était la dichotomie qui visiblement s'approfondit, hein, le précipice qui s'approfondit entre, d'une part, ce que j'appellerais des disciplines techniques, qui sont, ça, je pense que ça ne surprendra personne, d'une part les mathématiques, mais aussi les langues, y compris les langues anciennes, qu'on appelle parfois les langues mortes, d'une part, et d'autre part le reste des disciplines. Et je faisais remarquer que ce qui singularise ce que moi j'appelle les disciplines techniques, c'est que quel que soit l'enrobage et puis aussi l'histoire de ces disciplines dans l'édifice académique occidental, ce qui les singularise, c'est l'existence d'un cœur de connaissances qui a une nature technique, hein. Étant donné que bon, les mathématiques sont un langage comme un autre, un langage formel simplement, à la différence des langues humaines qui sont des langages naturels, hérités, naturel au sens de culturel, hein. C'est ça le vieille problématique philosophique. Qu'est-ce qu'on peut appeler naturel dans le cadre de l'humanité, l'humanité étant aussi toujours un phénomène de nature culturelle. Alors là, il y a un paradoxe, je dirais, assez superficiel, qu'il est relativement facile de dépasser et qui tient à l'histoire des disciplines. C'est-à-dire que comme l'enseignement des langues, et notamment des langues vivantes, dans l'histoire des universités, a longtemps été confondu avec une sorte de commentaire souvent assez impressionniste des productions littéraires de ces diverses langues, c'est-à-dire qu'en gros, on enseigne, pour enseigner l'allemand ou en guise d'enseignement de l'allemand, ce qu'on proposait avant tout aux élèves, aux étudiants, c'était un commentaire de Goethe. D'où cette idée encore assez répandue, mais finalement fausse, que les langues vivantes, au moins les langues vivantes, mais peut-être aussi les langues anciennes, se trouveraient d'un point de vue épistémologique, si vous voulez, du côté littéraire, c'est-à-dire du côté de l'histoire, des lettres modernes, de l'instruction civique, etc., et pas du tout du côté de la physique, de la biologie, de ce qu'on appelle parfois les sciences dures. Pour ma part, je suis bien placé pour savoir que c'est faux, étant donné que je suis linguiste de formation, mais que justement, ce qui, à mon avis, m'a beaucoup aidé sur la voie de la linguistique générale, on pourrait dire de la linguistique structurelle, c'est le fait d'avoir un esprit extrêmement logique. Moi, au lycée, mes meilleures notes, je les avais d'une part en latin et d'autre part en mathématiques, et ça ne me semble absolument pas contradictoire. Et de l'autre côté du précipice, on trouve des disciplines comme l'histoire. Alors, un commentaire me faisait remarquer que l'histoire, quoique falsifiable, doit reposer sur les faits. Certes, mais les faits constituent une infinité. Donc, en fait, un discours historiographique, c'est toujours et avant tout une sélection de faits et avec toujours obligatoirement, inévitablement, une interprétation sous-jacente qui elle-même détermine les critères de cette sélection. Et surtout, je dirais que c'est un discours au sens de la parole saussurienne, c'est-à-dire finalement c'est une sorte de bavardage auquel on s'efforce d'imposer un certain nombre
de, de, de contraintes de structure auxquelles on essaye d'imposer un corset formel, mais fondamentalement, c'est du bavardage. Hein. Si vous avez commenté l'actualité au zinc d'un PMU, eh bien, vous êtes une sorte d'historien. Hein. Pour passer du commentaire de l'actualité au bar PMU à la chaire d'histoire, eh bien, il faut avant tout ce que les jeunes appelleraient aujourd'hui du street cred, c'est-à-dire finalement un capital social. Il faut que des gens déjà préalablement médaillés, reconnus, disposant d'une légitimité sociale, vous reconnaissent à votre tour comme un historien, hein, et vous décernent éventuellement un doctorat en histoire, vous rendent titulaire d'une chaire d'histoire, etc. Tout cela pour dire que malheureusement, et notamment dans un contexte de dégénérescence de ces disciplines, eh bien, à partir du moment où vous parlez français, disons français parce que on raisonne ici dans le contexte de la francophonie. Ça serait la même chose si on était en Grande-Bretagne. À ce moment-là, il faudrait remplacer français par anglais, ou etc. Et du moment que vous parlez français et que vous êtes capable d'adhérer à tel ou tel credo idéologique, eh bien, vous êtes un historien en puissance. Et effectivement, c'est ce qu'on voit se produire dans cet enseignement de plus en plus profondément idéologisé, qui est celui de l'éducation nationale républicaine et aujourd'hui républicaine macronienne, avec pour conséquence que, comme par hasard, les candidats au concours de recrutement, qui sont eux-mêmes le produit de ces structures, hein, c'est-à-dire qu'avant de se présenter à des concours de recrutement de l'éducation nationale, eh bien, ils ont été pendant des années, voire des décennies, les élèves puis les étudiants de la dite éducation nationale. Et comme par hasard, on va les trouver bien plus à l'aise, hein, et donc on va trouver un nombre de candidats bien plus élevé dans ces disciplines que moi j'appellerais littéraires, et qui sont en fait des disciplines idéologisables, que dans ce que moi j'appelle les disciplines techniques. Alors j'insiste une fois de plus sur la définition que moi je donne à ce mot technique quand je parle de discipline technique. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des connaissances euh, euh, imposées, je dirais, par la nature même de l'objet de savoir. Donc par exemple, la langue allemande euh, a des structures, des paradigmes de conjugaison, de déclinaison, etc., sans la maîtrise desquels on ne peut tout simplement pas entre guillemets, faire de l'allemand, même si à terme, c'est-à-dire par exemple au niveau de la maîtrise du doctorat, faire de l'allemand consistera à produire un discours, parce que c'est possible aussi, extrêmement idéologisé, par exemple sur la littérature LGBT dans le Berlin des années 2000, ou que sais-je. Mais il faut d'abord en être passé par l'acquisition de ces paradigmes. Exactement comme vous ne pouvez pas être un mathématicien si vous ne maîtrisez pas disons par exemple les règles de réduction des équations de tel ou tel degré. Donc, encore une fois, quand je parle de technique, de discipline technique, je n'ai pas en vue au premier chef cette notion de fait, ce culte du fait qui visiblement omnibule encore beaucoup d'esprits, hein. C'est une conséquence lointaine du positivisme qui avait régenté la mentalité scientifique européenne au XIXe siècle et que je retrouve aussi dans les commentaires. Donc, par exemple, je pense que c'est la vision du monde sous-jacente à un autre commentaire demeurant intéressant que j'ai reçu et qui me fait remarquer que le système, donc comprendre le, le dispositif politico-idéologique de l'Occident finissant, ne devrait probablement plus tolérer très longtemps eh bien justement les faits. Hein. Et donc le commentateur se demandait pendant combien de temps le dit système allait encore nous permettre d'avoir accès, alors un accès effectivement souvent restreint au demeurant, hein, quand on pense par exemple aux fameuses données sur les effets secondaires qui sont sciemment retenues, cachées par les autorités médicales françaises. Donc la question ou le commentaire finalement c'était mais pendant combien de temps est-ce qu'on va encore avoir accès aux faits? Et ça m'a rappelé un cas que je connais bien, qui est celui des recherches de Pierre Chaillot, dont je recommande d'ailleurs chaudement le livre, et
les interventions vidéo disponibles par exemple sur YouTube. Là aussi, je mettrai un lien, comme je mettrai un lien vers la brève à laquelle je viens de faire référence. Et donc, il se trouve que je connais assez en détail l'histoire des démêlés de Pierre Chaillot avec son administration, son employeur, son administration de base, qui était au moment de ces révélations gênantes et reste encore actuellement l'INSEE. Et cette remarque qui m'avait moi-même surpris de Pierre Chaillot, qui est de constater que, à vrai dire, alors peut-être en faisant abstraction de quelques points de détail, mais à vrai dire, jusqu'à présent, en matière notamment de Covid, l'INSEE n'a pas pratiqué ce qu'on pourrait appeler techniquement, c'est-à-dire du point de vue des faits, la falsification. Donc les chiffres, qui sont d'ailleurs ceux sur lesquels Pierre Chaillot lui-même se base, les chiffres de l'INSEE, sont dans la mesure évidemment où de tels chiffres peuvent l'être, mais sont des chiffres exacts. On va dire les collègues de Pierre Chaillot qui ont décidé de se conformer au récit politiquement admissible, hein, au récit covidiste, se sont contentés, disons, de manipulations qui tiennent de l'interprétation. L'exemple probablement le plus simple à comprendre, le plus révélateur, peut-être le plus important hein, dans la séquence dans ce débat, c'est eh bien, comment est-ce qu'on va corriger les données de mortalité, comment est-ce qu'on va les corriger du facteur vieillissement. Puisque bon, le fond du problème est relativement simple à comprendre, même pour un non-statisticien. Il y a eu une époque, donc disons quand les boomers étaient jeunes, où la société française rajeunissait, puisqu'il y avait de grosses cohortes de gens qui étaient nés il n'y a pas trop longtemps, et au cours duquel la mortalité reculait. C'est normal, vous avez une société de plus en plus jeune, bah, il y a de moins en moins de morts par an en proportion de l'ensemble de la population. Bien. Cette dynamique s'est assez récemment d'ailleurs inversée, puisque tout simplement les boomers vieillissent et ils n'ont pas été remplacés. Et donc on assiste de manière prévisible et finalement pas particulièrement préoccupante, hein, pour peu qu'on ait une vision réaliste de la vie humaine, on assiste à une augmentation de la mortalité. Bien. D'où la nécessité de soumettre tout le corpus de chiffres, notamment dans le domaine de la mortalité, à cette correction préalable, c'est-à-dire à prévoir l'évolution de la mortalité en fonction du vieillissement de la population. Bien. Or, il se trouve que certains employés de l'INSEE, dans les premiers temps du moins, ensuite probablement en réaction aux critiques de Pierre Chaillot, ils ont été obligés de changer leur fusil d'épaule. Mais dans les premiers temps, ben, ils avaient adopté un modèle de correction, on pourrait presque dire de non-correction, qui finalement, si on poussait la logique jusqu'au bout, revenait à supposer qu'à terme, les boomers n'allaient plus mourir du tout. Hein. C'est-à-dire qu'il consistait à ne pas prévoir d'augmentation progressive jusque vers 2030-35 de la mortalité en France. Et évidemment, avec ce genre de projection, on pouvait à n'importe quel moment diagnostiquer, notamment en 2020, des pics de mortalité tout à fait inquiétants, qu'ensuite d'autres, mais justement pas les statisticiens de l'INSEE, hein, le personnel médiatique de Davos, hein, les journalistes, allaient se charger de mettre sur le dos de je ne sais quelle pandémie imaginaire. Alors effectivement, la ficelle est un peu grosse et on finit fatalement par se demander, mais pendant combien de temps est-ce qu'ils vont encore prendre ce risque, hein, ce qui est simplement le risque de ne pas casser le thermomètre, de ne pas fausser les données, de laisser le vulpecus, hein, les gueux à tendance notoirement complotiste, accéder à ces corpus de chiffres. Alors simplement, je fais remarquer que je comprends bien de cette question, je comprends bien c'est présupposé, et je pense que de l'autre côté de la barricade, si vous voulez, euh,
les organisateurs du système comprennent tout aussi bien le problème. Mais je vais vous dire pourquoi je pense qu'eux aussi hésitent énormément avant de faire ce pas, hein, qui est le pas de la falsification. Et c'est que tout simplement, à partir du moment où on se met à falsifier les données, alors d'une part, ça implique d'étendre le champ de la complicité consciente à des effectifs incomparablement supérieurs à ce qu'ils sont actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, l'expertise davosienne, hein, c'est cette expertise totalement dévoyée qui est à l'origine des mythes épidémiologiques, des mythes climatistes, des mythes sexologiques, etc. Bon, c'est une relativement petite élite, je dirais, de ponte euh, académique universitaire, à partir desquels euh, la vision davosienne du monde se propage d'une manière, je dirais, relativement apolitique, parce que tout simplement, bah voilà, une fois que le ponte, c'est, hein, pour ceux qui connaissent un peu la sociologie des universités, bon, une fois que le ponte s'est prononcé, dans en dessous de lui, dans la chaîne trophique du monde académique, ben, généralement, personne n'ose le contredire. Hein, les Pierre Chaillot, ça ne se trouve pas sous le sabot du premier des mulets. Bien. À partir du moment où vous falsifiez les données, ça veut dire que concrètement, par exemple, pratiquement tous les employés de l'INSEE vont devoir, et de manière consciente, participer à la falsification. Donc, en gros, ça veut dire que vous devez passer de cette espèce de totalitarisme du soft power, hein, typiquement davosien, et ben vous devez régresser au modèle précédent, c'est-à-dire au modèle soviétique. Hein, c'est-à-dire qu'il vous faut des administrations entières de gens qui, tenus par la carotte et le bâton, hein, les promesses de promotion et puis l'intimidation, hein, la menace du goulag, vont sciemment mentir, hein, du matin jusqu'au soir, mentir au reste de la population. Donc en fait, derrière ce changement de, je dirais, de paradigme communicationnel, par implication, ce qu'il y a aussi, et ce qui probablement fait au moins hésiter, peut-être pas reculer jusqu'au bout, mais hésiter les tenants du système, eh ben, c'est un changement de paradigme politique. J'avais d'ailleurs aussi consacré une brève à cette problématique, dont je rappellerai aussi le lien en description de cette vidéo. Et alors, si on prend encore un pas de plus de recul sur cette question, si on essaye de la considérer dans une perspective, je dirais, politico-historique encore plus large, je dirais qu'on entrevoit une autre question, de mon point de vue, absolument essentielle, même si je crains qu'on ne sera pas nombreux dans le débat à réellement réussir à en percevoir les termes, mais essayons quand même. La question est la suivante. Euh, à partir du moment où l'Occident est redevenu religieux, hein, puisque bon bah il suffit d'assister à une apparition publique de Greta Thunberg, ou d'ailleurs à des discours des sommets de Davos successifs, pour constater que l'ambiance est bel et bien redevenue religieuse. Hein. C'est-à-dire que ce catholicisme, finalement, dont on avait réussi à se débarrasser dans le courant du XIXe siècle, comme discours social dominant, eh ben, réapparaît, alors certes sans l'Église catholique, ou disons qu'elle court derrière, hein, sous les traits du jésuite Bergoglio. Bon. Euh, euh, ce catholicisme, donc désormais débarrassé de l'Église, de Jésus-Christ, de Dieu, de la Vierge Marie, etc., eh ben, réapparaît sous la forme d'une société dont la structure politique est, je dirais, en son cœur, à l'heure actuelle, essentiellement théocratique. Hein. C'est-à-dire que vous avez l'expertise davosienne, donc ça c'est la vérité. Quand vous la remettez en cause, ben, vous êtes un révisionniste, c'est-à-dire un hérétique. Hein. Donc il faut surtout pas vous écouter. Euh, Or, ne pas vous écouter, c'est pas du tout l'attitude rationnelle. L'attitude rationnelle, c'était celle de ce que j'ai appelé donc le vide, l'attitude du troisième Occident, l'Occident des États-nations, et qui consistait à écouter jusqu'au bout et puis ensuite à formuler des contre-arguments, hein, pièce par pièce. Quand on décide, si vous voulez, dès la première phrase que ah ben non, oh non, 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 attendez, c'est un covido-sceptique, non, c'est un climato-sceptique, non, non, il faut pas écouter, n'écoutez pas ce qu'il dit, c'est un complotiste, c'est dangereux. Ça, c'est une attitude religieuse. Bien. L'ennui, c'est que l'Occident et notamment sa puissance, son rayonnement mondial,
sa relative opulence, encore aujourd'hui, comparée aux autres aires culturelles, a eu pour base historique, eh bien justement, la rationalité scientifique. Et donc, évidemment, le risque, à terme, c'est que ce glissement théocratique ne débouche sur l'idiocratie, hein, au sens du film du même nom. Et donc, si vous voulez, sur un système où d'une part la structure interne de pouvoir est parfaitement confortée, hein, il y a rien de plus stable qu'une théocratie d'une certaine manière, mais qui par ailleurs, en revanche, sur la scène mondiale, euh, finit par ressembler à ce que certains ont appelé une Albanie mentale, hein, en ayant en vue, dans l'emploi de cette expression, l'Albanie extrêmement isolationniste de l'époque d'Enver Hoxha, hein, la voie albanaise vers le socialisme. Et de mon point de vue, eh bien, quand on assiste à cette espèce d'effet de vase communicant, hein, avec d'un côté en Occident le recul de ce que moi j'appelle les disciplines techniques, bon, du fait d'un changement de paradigme, on va dire, dans le monde universitaire global, c'est vrai que depuis le XXe siècle, en général, dans ce cas-là, on pense moins à des disciplines paradigmatiques comme le grec et le latin, qui étaient encore paradigmatiques au XIXe siècle, y compris dans l'université anglo-saxonne, et on pense de plus en plus aux mathématiques. Bon. Pour moi, cette différence-là, cette évolution-là est secondaire. Ce qui, moi, me frappe avant tout, eh bien, et pas que moi, hein, c'est très commenté, c'est que pendant que les disciplines techniques, à la fois en termes de niveau moyen des étudiants, des candidats, entre autres des candidats au concours de recrutement, entre autres au concours de recrutement justement de l'enseignement, hein, c'est-à-dire les formateurs, des futurs formateurs, bon, en Occident, ça recule. Mmh. Pendant que on voit ces mêmes disciplines se développer avant tout en Asie, mais aussi sur d'autres continents. Eh bien, pour moi, ça c'est simplement la manifestation, je dirais, la plus tangible, la plus superficielle, mais parfaitement révélatrice de cette problématique de fond qui, à mon avis, doit aussi constituer le dilemme le plus déchirant euh, auquel sont actuellement confrontées les élites occidentales, aujourd'hui plus ou moins résumable à l'élite davosienne, et qui est de trouver, si j'ose dire, le bon équilibre, l'équilibre viable, l'équilibre qui leur fera encore euh, gagner 5 ans, 10 ans de survie au pouvoir, entre, d'une part, les nécessités internes, les nécessités politiques internes, qui les poussent vers toujours plus d'idéologisation, qui les poussent vers toujours plus de théocratie, et d'autre part, le besoin de maintenir quand même à minima ces structures héritées, hein, ces structures du troisième Occident, de l'Occident de l'État-nation, de l'Occident de la rationalité occidentale, qui se trouvent fournir la base de leur pouvoir, leur prestige, leur richesse à l'échelle mondiale. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir.